Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? L'année 2017 a été l'année de l'horreur puisque pour la toute première fois de l'histoire, les films d'horreur ont atteint le milliard de dollars de vente de billets aux États-Unis. Et en tête se trouve ça, adaptation de Stephen King, devenu le film d'horreur qui a fait la plus grosse recette de l'histoire. Clown maléfique, adolescent et années 80, c'est parti pour les petits secrets et détails de ça. Une chose est sûre, c'est que ce film ne va pas arranger votre phobie des clowns, si bien que tenez-vous bien, le long métrage a reçu une plainte formelle de la World Clown Association parce qu'il ternissait leur image. Dans le même genre, McDonald's a voulu bannir le film en Russie à cause des similarités entre Pennywise et Ronald McDonald, ce qui a inspiré Burger King de faire une campagne publicitaire en Allemagne, ajoutant le slogan « Ne faites jamais confiance à un clown » à la fin du film. Sa version 2017 est la deuxième adaptation du roman de Stephen King après la mini-série de 1990. Le film se déroule d'ailleurs en 1989, l'année où a été filmée la mini-série. Pour succéder au terrifiant Tim Curry, c'est Bill Skarsgård qui revêt le costume de Pennywise, Gripsou en VF. L'acteur est né en 1990, l'année de sortie de la première adaptation, et cette même année, son père Stellan Skarsgård jouait aux côtés du premier interprète du clown, Tim Curry, dans À la poursuite d'Octobre Rouge. Ici, le clown est plus fidèle au livre puisqu'il a les cheveux orange, un costume argenté et que ses yeux passent du bleu au jaune comme dans le roman. Une poupée à l'effigie du Pennywise de Tim Curry est tout de même visible parmi les autres jouets du manoir juste ici. Dans le roman, ça prend successivement la forme des monstres de tous les films Universal. Or, on retrouve ici la momie et le bras velu de Pennywise aperçu brièvement est un hommage au loup-garou des Universal Monsters. La tortue Lego que ramasse Bill rappelle Mathurin la tortue magique présente dans le roman et dans la série Dark Tower de Stephen King, tandis que la scène où Pennywise sort de l'écran en aboyant est un clin d'œil à son roman Le Molosse surgit du soleil. Enfin, la manière dont la télévision ordonne Henry de tuer son père est une référence aux Tommyknockers, une autre adaptation télévisée de Stephen King. Parmi les t-shirts des ados, on a repéré celui-ci qui évoque Christine de Stephen King toujours, un t-shirt de la série Supercopter, ainsi qu'un t-shirt Follow Me or Die de l'album Among the Living du groupe de métal Anthrax, un album justement écrit en hommage à Stephen King. Et en parlant d'Anthrax, leur morceau présent sur le Combat de Cailloux est une reprise du tube antisocial du groupe français Trust. La première rencontre entre Stan et le clown se fait sous la forme d'un portrait largement inspiré de Modigliani, qui était déjà une inspiration pour le réalisateur Andy Muschietti dans son film Mama. Dans la bibliothèque, on peut voir sur l'une des photos le wagon du Pennywise original, que l'on retrouve plus tard dans le repère de son alter ego maléfique. Un clown bien présent pendant cette scène, sous la forme d'une vieille femme terrifiante qui dévisage Ben en arrière-plan avant de laisser place à un ballon. Et un dernier clown pour la route, celui que l'on peut voir durant la fête du 4 juillet et qui porte le costume de clown de John Wayne Gacy, l'un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire des États-Unis. Si avec ça vous aimez encore les clowns, on ne peut plus rien faire pour vous. Dans cette même fête, on peut voir une statue de Paul Bunyan, comme celle présente dans Fargo des frères Cohen, et que ça utilise pour terroriser Richie dans le roman. On peut également voir quelques éléments qui annoncent des scènes du film, comme ces gouttes d'eau qui tombent sur le dessin de Beverly et forment des taches rouges, comme le sang qui tombera sur son visage à la fin du film. On peut voir également un livre du prince grenouille sur le bureau de la jeune fille, qui annonce son baiser avec Ben, qui la délivrera. À la fin du film, Beverly annonce qu'elle va vivre à Portland, la ville natale de Stephen King, et toujours à la fin, la manière dont le groupe des losers se sépare et chacun disparaît à l'image est un hommage à la fin de Stand By Me, un autre groupe d'enfants cultes des 80s adapté de Stephen King. Et les références aux années 80 sont très nombreuses. Les mouvements de Pennywise peuvent rappeler The Thing de John Carpenter, la coupe de cheveux de Beverly est celle de Molly Ringwald dans les films de John Hughes, et le plan sur ses yeux blancs rappelle la fille zombie de l'au-delà, tandis que la scène où elle est couverte de sang est un hommage à Carrie. Et quand Eddie dessine un V sur le S de Loser sur son plâtre pour faire Lover, c'est également un clin d'œil à V, la série culte de science-fiction. Toujours dans les références, tout au long du film, on peut voir des posters de Beetlejuice, les Gremlins, Batman, L'Arme Fatale 2 et Freddy 5. La scène où Beverly enfonce une barre de fer dans la bouche du clown est d'ailleurs un direct hommage à une scène similaire de Freddy 5, et lorsque l'on voit le corps d'un enfant aspiré par son lit, c'est une référence à la mort de Johnny Depp dans le premier Freddy, Les Griffes de la Nuit, aspiré par son lit également. On notera qu'on retrouve au casting de ça Finn Wolfhard de Stranger Things dans une situation assez similaire puisque c'est la deuxième fois qu'il se retrouve au bord de la falaise d'une carrière prêt à sauter. Notons d'ailleurs qu'à l'origine, les frères Duffer, créateurs de la série Stranger Things, voulaient réaliser l'adaptation de ça et qu'ils ont gardé de nombreux clins d'œil à Stephen King pour leur série. Et si vous avez l'occasion de voir les scènes rallongées du long métrage, vous pourrez apprécier un bref caméo du réalisateur Andy Muschietti dans la pharmacie, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non,